Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le résultat de mon screener value pour l'Europe hors France. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater les prochaines analyses et pensez à activer la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec ce screener value pour l'Europe hors France. Alors, quel pays est-ce qu'on sélectionne? Donc je vais pas sélectionner toute l'Europe, je vais sélectionner quelques pays qui me paraissent intéressants. On va voir la Belgique, on va avoir le Danemark, on va avoir l'Italie, ensuite les Pays-Bas, Norvège, Pologne, Espagne, Suède, et c'est tout. Une sélection de pays européens. Vous allez voir que certains pays ne sont pas représentés dans les critères que je mets ici. On a aussi, au niveau des industries sélectionnées, j'enlève en fait tout ce qui est biotechnologie, marché des capitaux, les labos pharmaceutiques, tout ce qui est lié au crédit à la conso, l'immobilier, les banques et l'assurance, financial services, et les rates, donc c'est-à-dire les foncières cotées. Je préfère éviter ces secteurs parce que ce sont des secteurs que je maîtrise pas et qui sont plus complexes à analyser que d'autres boîtes plus traditionnelles. Ensuite, les critères quantitatifs que je retiens pour cette sélection, c'est un rendement des capitaux investis de 15% minimum, qui est quand même très élevé, mais on voit qu'il y a quand même des entreprises qui satisfont ces critères. Donc là, c'est plutôt bon. Un price earning très bas de 7, donc un rapport court-bénéfice très bas de 7, donc on achète 7 ans de bénéfices quand on achète les boîtes de la sélection, voire moins. Un ratio d'endettement sur tête nette sur EBITDA de 3, ce qui est un critère assez commun quand on regarde des entreprises. Au-delà de 3, on commence à être un peu risqué au niveau du bilan. Et une capitalisation boursière de 300 millions d'euros minimum pour éviter de tomber sur des small caps trop peu liquides. On regarde les entreprises qui correspondent à ces critères et on analyse, on va regarder une par une. Alors, on commence par le premier titre qui sort de la liste, c'est Wallenius Wilhelmsen. C'est une entreprise norvégienne qui opère dans le secteur du fret maritime. Vous allez voir que c'est une industrie récurrente dans ces critères qui apparaît sur plusieurs entreprises de ce screener. On est sur une market cap quand même assez élevée, 3 milliards, donc on est vraiment sur de la grosse mid cap. Rentabilité des capitaux investis de 18%, ce qui est très bon, et pourtant on ne paye ça que 4,3 fois les bénéfices nets des 12 derniers mois, donc c'est vraiment pas cher, sauf si on est en ultra haut de cycle, et dans ce cas-là, les bénéfices peuvent être plus bas que ceux des 12 mois précédents, mais ça reste à voir. On est sur une entreprise qui a fait 804 millions d'euros de bénéfices nets, et qui, en revanche, a eu 1,510 milliard de free cash flow, donc quand même très bon, les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, ça c'est très bon pour l'actionnaire. On verse 386 millions d'euros de dividendes, alors c'est en couronne norvégienne, mais c'est converti ici, donc ce qui fait déjà que c'est même pas 1/5 des free cash flow, donc ce dividende est quand même assez sûr, et on est sur un rendement du dividende qui est finalement assez élevé, à presque, on va dire, à 12-13%, comme ce qui est indiqué ici. Donc ça c'est plutôt pas mal comme dossier, hein. On est sur une entreprise qui est sur un secteur cyclique, mais pour dérisquer le dossier, on verse un dividende quand même assez copieux pour l'actionnaire qui peut ensuite le réinvestir ailleurs s'il le souhaite. Et tout ça pour un prix vraiment pas cher. En plus sur une capitalisation assez grosse, donc il y a de la liquidité sur ce titre, j'imagine. Deuxième entreprise de la liste, c'est VEON Limited, société néerlandaise qui opère dans le secteur des télécommunications. Alors, la particularité de ce groupe, c'est qu'il opère majoritairement en Russie, c'est pour ça qu'à mon avis, on a une valorisation qui est très basse. On est sur une grosse market cap également, là, sur une grosse mid cap, au sens européen. On paye ça pas très cher, 5,7 fois les bénéfices les 12 derniers mois, et on a un rendement du capital investi de 15%, donc c'est quand même très correct. Le bilan est sain, avec 1,5 fois la dette nette sur EBITDA. Voilà, c'est pas ultra clean, mais c'est quand même pas mal. On a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est pas mal, et pas de dividende apparemment qui est versé pour cette entreprise.
Troisième entreprise de la liste, c'est Fugro NV. Donc ça, c'est une entreprise néerlandaise qui opère dans le secteur, alors c'est pas vraiment construction et engineering, engineering, ça pourrait rentrer. En fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'ingénierie géologique pour l'exploration pétrolière. Donc elle vend des services d'ingénierie pour les boîtes qui font du forage pétrolier. Donc ce type d'entreprise va dépendre de la dépense en capital des entreprises, de ses clients qui opèrent dans le secteur du pétrole et du gaz notamment, et qui font des dépenses pour développer leur outil industriel. On est sur une bonne rentabilité des capitaux investis à 17%, ce qui est pas mal. On paye ça que 6,2 fois les bénéfices des 12 derniers mois, donc ça c'est vraiment pas mal. En plus la market cap est assez grosse, donc il va y avoir la liquidité sur le titre. Dette nette sur EBITDA moins d'une fois, donc pas de souci sur la dette pour la rembourser. Là où il y a peut-être un petit bémol, c'est les free cash flow qui sont quand même bien plus bas que les bénéfices nets. Est-ce que c'est une situation temporaire? Est-ce qu'il y a par exemple une variation défavorable du besoin en fonds de roulement? Est-ce qu'il y a des fortes dépenses en capital ponctuelles? Ça vous de faire le taf en regardant les tableaux de trésorerie. Le dividende, en tout cas, il représente un peu légèrement plus que la moitié des free cash flow, mais bon, rien d'alarmant. Et on est sur un rendement qui est quand même qui est, on va dire, intéressant, là, de 2,5% à peu près, donc c'est plutôt sympathique ce dossier. Entreprise suivante, c'est Hog Autoliners. On l'a étudié sur la chaîne, vous pouvez retrouver dans les vidéos de la chaîne. C'est une entreprise norvégienne qui opère dans le fret maritime également. On est sur un rendement des capitaux investis de 33%, donc c'est énorme. On paye ça seulement 2,8 fois les bénéfices des 12 derniers mois, donc ça c'est très bien. Il y a quasiment pas de dette sur le dossier. Et on est sur des free cash flow qui prennent 2/3 des bénéfices nets, donc bon, c'est pas trop mal. Et par contre, on s'est endetté pour verser le dividende, donc soit ça veut dire que l'allocation du capital est mauvaise, donc soit c'est ponctuel. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On pourra verser ce dividende-là avec l'année suivante avec des bénéfices futurs, des free cash flow qui seront au niveau des bénéfices nets. Si c'est pas le cas, on va devoir continuer à s'endetter. On va s'endetter en fait pour verser le dividende, et ça c'est un peu moyen. Le dividende est quand même énorme, il est à près de 30%. Voilà, donc le management permet à l'actionnaire de dérisquer son action en lui versant un dividende que l'actionnaire peut ensuite réinvestir ailleurs s'il le souhaite. Et donc, dossier assez qualitatif qui figure dans le fonds France d'indépendance AM, un des meilleurs fonds value de France et d'Europe. On continue avec Saras SPA, donc société italienne qui opère dans le midstream pétrolier. Ils font du raffinage et du marketing de pétrole raffiné. Du coup, on est sur un rendement des capitaux investis de 19,5%, 20%, donc c'est très très bon. On est sur du 5 en price earnings, donc on paye ça pas du tout cher. C'est pourtant une market cap assez grosse, donc il doit y avoir de la liquidité sur le titre. Et on est sur un dividende qui est supérieur au free cash flow, ça c'est moyen. Donc encore une fois, c'est peut-être que le management est confiant sur la génération future de free cash flow, dans ce cas-là c'est pas un problème. Sinon, il y a un problème. En tout cas, si on raisonne en bénéfice net, on verse un peu moins de la moitié des bénéfices nets en free cash flow, donc ce dividende est sûr si les free cash flow reviennent au niveau des bénéfices nets. Le rendement calculé est légèrement, il est supérieur à 10%, faut pas se fier à ce qui est indiqué ici, puisqu'on a 142 millions sur 1,520 milliard. Donc s'il faut se fier, on peut se fier à ce qui est ici. Non, du coup, on est plutôt à mon avis à 11% si je ne me trompe pas dans les calculs. Bref, on est sur un bon niveau du dividende. Analyse, l'entreprise suivante, c'est Hot Shell SE. On l'a aussi étudié sur la chaîne, vous pourrez trouver la vidéo. On est sur un rendement des capitaux investis de 17%, donc c'est très bon. On paye pour ça que 3 fois les bénéfices des 12 derniers mois, donc pas mal. Un peu plus de dette que les autres dossiers, avec 1,1 fois la dette nette sur EBITDA. C'est pas alarmant à ce niveau-là. Et on a les free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est pas mal. On verse moins de la moitié des free cash flow en dividende, donc ça c'est très bien. Et le rendement du dividende, il doit être, on va calculer ça rapidement, 115 sur 759, on est sur 15% de rendement du dividende, donc c'est très très bon ça. Et en plus il est bien couvert par les free cash flow des 12 derniers mois. Maintenant c'est cyclique, peut-être que les free cash flow des 12 prochains mois seront plus bas. Dernière entreprise de la liste, c'est MPC Container Ships. Eux, c'est encore du fret maritime et ils font du transport de conteneurs. On est sur un rendement des capitaux investis de 27,5%,
7,5%, c'est très élevé. On paye pourtant ça que 3,2 fois les bénéfices des 12 derniers mois, donc c'est pas cher du tout, et une dette nette qui est quasiment inexistante, donc pas de problème. On a des free cash flow qui sont moitié moindres que les bénéfices nets, ça c'est pas terrible, et surtout qu'on verse un dividende qui est 2 fois plus élevé quasiment que les free cash flow. Donc à voir si c'est soutenable sur le long terme, c'est à mon avis pas soutenable, le dividende baissera sur les prochains exercices. Maintenant, sur l'ensemble de ces dossiers, si c'est de la value, le dividende c'est vraiment accessoire, le but ici c'est de faire des gains en capital en jouant une revalorisation du multiple. J'espère que ce partage de screener vous aura intéressé. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.